Bienvenue, merci d'être présent pour cette conférence intitulée Haute fonction publique et diversité, comment lever les dernières résistances dans la haute fonction publique. Le temps où l'accès au ministère et aux postes à responsabilité dans les administrations centrales et territoriales relevées du parcours du combattant est en train d'évoluer dans le bon sens, on va le voir, on va en parler avec nos invités. Il reste encore beaucoup à faire évidemment pour changer les mentalités et permettre un réel et surtout un égal accès à l'emploi public. Comment tendre vers une fonction publique plus ouverte, plus moderne, plus représentative de la société française? Comment mieux diversifier en tout cas le recrutement des hauts serviteurs de l'État? On va voir aussi que c'est un enjeu de cohésion nationale. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, je vous présente mes invités. Agnès Salle, vous êtes haute fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations rue de Valois au ministère de la Culture. Bonjour et merci d'être là. Avec nous également Véronique Gröner, chef du service des ressources humaines au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Bonjour Madame Gröner, merci beaucoup d'être là. Également avec nous Laetitia Elouette, présidente de l'Observatoire national de la politique de la ville. Damien Zaversnik, coprésident de l'association L'Accordé qui agit évidemment pour promouvoir la diversité sociale au sein du secteur public. Et enfin, Monsieur Patrick Lévy-Vetz, membre du bureau du CESE, également président de France Tiers-Lieux et surtout de la fondation Travailler autrement. La haute fonction publique, un secteur qui paraît toujours assez opaque pour toutes les personnes, j'imagine, qui sont ici dans la salle. On va d'abord faire un état des lieux, si vous le voulez bien, de la haute fonction publique en 2023. Je vais peut-être commencer par vous, Madame Gröner. Évidemment, hein, vous êtes à la DRH d'un haut ministère. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux? Quels sont les profils aujourd'hui de la haute fonction publique en France? Alors, bon, je pourrais vous faire le profil du haut fonctionnaire au ministère économique et financier qui vous accueille aujourd'hui. La première chose que je dirais, c'est qu'effectivement, il y a encore des efforts à réaliser, mais que des réformes ont été entreprises qui visent à s'ouvrir, diversifier. Mais il paraît parfois nécessaire, souhaitable de rappeler quelques fondamentaux. Alors, d'une part, s'agissant de certains corps de très hauts fonctionnaires, je pense à celui des administrateurs de l'État qui vient de s'ouvrir et de s'élargir à d'autres corps de hauts fonctionnaires, donc pour constituer un regroupement et peut-être grand corps de la fonction publique, peut-être en nombre. Je crois vraiment nécessaire de rappeler qu'il est composé d'agents qui sont certes issus du concours externe, donc après sélection très difficile, vous parliez de parcours du combattant et de réussite au concours de l'INSP, oui. Ex-Sénat, certes, mais en réalité, il est majoritairement constitué d'agents issus de la promotion interne. On ne le sait pas nécessairement, donc un haut fonctionnaire, ce n'est pas obligatoirement un jeune homme qui porte un costume gris ou bleu, qui est peut-être un peu arrogant, qui a fait une... Pardon. Qui est un peu déconnecté de la réalité. Bon, allez, un costume bleu qui est très arrogant, mais donc ça ne correspond pas à mon voisin du tout. Il y a une image, il y a un stéréotype, et stéréotype qui peut conduire à un phénomène d'autocensure. Or, en réalité, le corps des administrateurs de l'État est issu très majoritairement de cadres issus de la promotion interne. J'en suis l'exemple personnel, je veux dire, je n'ai pas passé l'ENA pour devenir administratrice de l'État. Il y a d'autres parcours qui préexistaient, qui existent encore aujourd'hui, qui permettent d'accéder à la haute fonction publique. Donc il y a d'autres modes de recrutement que les concours, hein, même si le concours reste un prérequis. D'autres modes de recrutement que le concours externe. C'est ça. Et j'ajouterais que le concours interne, pour se présenter à cette sélection, permet aux candidats de se préparer pendant 1 an. Enfin, là aussi, je crois que c'est un outil historique, mais qu'on ne rappelle pas toujours aux candidats potentiels. Mais quand on est fonctionnaire de l'État, ou même quand contractuel, on peut, en passant la préparation à l'INSP, se préparer pendant 1 an à cette sélection. Et nous avons un appareil de formation fantastique, dont je vais faire la publicité, l'IGPDE, qui forme tous les candidats et qui obtient d'excellents résultats. Donc,
concours interne. Et puis, il y a ce qu'on appelle le tour extérieur administrateur de l'État, qui n'est pas du tout un tour extérieur politique, mais un tour extérieur qui concerne des fonctionnaires de catégorie A qui déposent un dossier, font part d'une réalisation professionnelle, passent devant un jury, donc ça ressemble à un concours, c'est une sélection avec une mise en concurrence et puis une objectivation des mérites des uns des autres parce qu'on passe devant un collège, mais ce n'est pas le concours de l'INSP. Donc je voulais peut-être le rappeler. Je rappelle pour l'INSP, ex-Sénat, évidemment, voilà, qui a été l'Institut national changé par Emmanuel Macron. Macron. Public, c'est l'ex-Sénat, on continue de parler de l'ENA, donc il y a tout de même cette voie d'accès qui ouvre, qui existe et qui conduit à dépasser certaines images stéréotypées. Il y a aussi, je parlais de progrès qui sont en train d'être réalisés, qui sont en train d'être déployés. Je ne pourrais parler de diversification de la haute fonction publique sans évoquer les prépas talents. On va en parler avec M. Zaversnik, justement. Absolument. Prépa talent ou classe talent, il y a deux dispositifs un peu différents qui sont ouverts à des élèves boursiers, donc bon, alors je dirais des jeunes et des moins jeunes, issus de l'enseignement supérieur, qui vont bénéficier d'une bourse, 4 000 € quand ils sont dans une prépa talent. Et à titre expérimental, mais bon, le dispositif a sans doute vocation à être pérennisé, une voie spécifique de recrutement a été ouverte à l'INSP pour recruter ces élèves issus de ces classes prépa talent. Et on a le même type de dispositif, même s'il n'y a pas nécessairement une voie réservée. Donc, voilà, c'est une préparation un peu particulière avec des mentors, avec... il va nous en parler de son parcours, M. Zaversnik. Absolument, qui ont été créés dans les écoles de service public et en particulier dans les écoles du ministère de l'économie et des finances, à l'ENFIP, à l'école des douanes, pour accueillir des élèves boursiers et voilà, leur donner la chance de rejoindre la fonction publique. Alors peut-être pas la haute fonction publique, mais comme je l'indiquais précédemment, la vie continue après un recrutement, après la réussite à un concours externe, et les voies de promotion interne existent et sont majoritaires pour ce qui concerne certains corps. Damien Zaversnik, je vous laisse la parole. Racontez-nous votre parcours, justement. Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer cette fameuse prépa talent? Soyez concret pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui, alors, en dépit de mon costume gris, je ne suis pas arrivé dans la fonction publique par l'ENA et l'INSP. Moi, j'ai fait l'équivalent dans la territoriale, donc une école s'appelle l'INET pour les collectivités territoriales. Parce qu'on oublie, voilà, c'est ce que vous dites, vous, il ne faut pas faire la différence entre haute fonction publique et la fonction publique plus large, évidemment. En fait, il faut d'abord parler du service public. Il n'y a pas de fonction publique ou de haute fonction publique sans service public. Et c'est d'ailleurs peut-être, on parle aujourd'hui de marque employeur, peut-être un défaut que nous avons d'entamer le débat, je dis nous, les acteurs qui ont envie de faire progresser les choses, de laisser penser qu'il y a la fonction publique d'un côté et le service public de l'autre. En réalité, les Françaises et les Français sont attachés au service public, et le service public, il y a une égalité d'accès qui est constitutionnelle au service public. Et c'est en ça que c'est un problème aujourd'hui de société, de ne pas avoir de diversité, de représentativité dans la fonction publique dans son ensemble. Vous m'invitez à dire un mot sur mon parcours et du coup peut-être sur l'association, puisque moi je suis un ancien élève de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les prépa talents, mais c'était le même dispositif. Donc j'ai connu un accompagnement renforcé, ne venant pas d'un milieu de fonctionnaires et étant le seul de ma famille à avoir fait des études supérieures. Je sais et j'ai expérimenté, et dans l'association, c'est ce que nous essayons de faire aussi, combien, en donnant la chance, c'est-à-dire des moyens supplémentaires à des personnes qui ne sont pas forcément du même milieu, de la bonne origine géographique, puisqu'on ne l'a pas dit, mais comme sur les grandes écoles, en général, il y a un recrutement qui est très centré sur l'Île-de-France et pas sur le reste de la France. Moi, venant du Vaucluse, on n'était pas très nombreux à avoir fait la haute fonction publique en venant du Vaucluse, par exemple. On sait que ce type de dispositif, en l'occurrence les prépa talents, ça fonctionne. Mais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui par rapport à ce débat sur la diversité dans la haute fonction publique, et moi je parlerai de la fonction publique, c'est qu'on pourrait évidemment citer les chiffres. On a perdu le nombre de candidats au concours externe. Il était quasiment divisé par 3 en 20 ans. Il y a toujours 20% de chances en plus d'être discriminé dans l'accès à un emploi dans la fonction publique quand on a un patronyme à consonance maghrébine par rapport à un patronyme supposément français. On a aujourd'hui des postes qu'on ne pourvoit pas, etc., etc. On pourrait faire la litanie de
l'échec annoncé du service public, et même diront certains, et peut-être certains s'en réjouiront, de la mort du service public. Et moi, avec l'association, puisque notre association va au-devant des publics qui ne sont pas forcément destinés à entrer dans le service public, à les accompagner avec le mentorat, etc., j'en parlerai tout à l'heure, nous voulons avoir aussi un message et un signal positif. Le service public, c'est les métiers du concret, c'est les métiers de l'utilité. Ce sont les métiers qui vont porter les grandes transitions écologiques, numériques, sociales. Et la France, notre République, auquel nous sommes tous attachés, ne réussira pas sans un service public fort. Et il faut replacer le débat sur la crise d'attractivité du service public dans ce terrain-là, j'ai envie de dire, et puisqu'on parle, et je terminerai là-dessus, d'un manque de vivier. On dit, vous êtes gentil, monsieur Zeversnik, mais vous avez des belles idées, mais en fait, il n'y a pas le vivier pour rentrer dans le service public. Eh bien, c'est faux. Selon le ministère de la fonction publique, il y a 30% d'une classe d'âge qui a potentiellement un intérêt à rejoindre le service public. Il y a 38% de boursiers à l'université, on en a très très peu dans les lauréats de concours. Donc le vivier, il est là, la génération, elle est là, il faut lui donner les moyens de s'emparer de ce débat, et on pense qu'elle a aussi matière à transformer le service public de l'intérieur. Agnès Salle, vous qui avez fait l'ENA, Damien Zeversnik disait plus 20% encore de chances à être discriminé lorsqu'on postule dans la haute fonction publique. Vous êtes d'accord avec ce constat? Comment est-ce que vous-même vous l'avez vécu? Quel a été votre parcours? Écoutez, je ne sais pas si mon parcours est très intéressant. En revanche, les 20% que cite Damien me semblent une vision quasi optimiste de la situation, dans la mesure où il me semble qu'aujourd'hui encore, nous avons au sein de la fonction publique en général et de la haute fonction publique en particulier une absence de diversité, et notamment de diversité ethno-raciale, qui ne peut pas ne pas nous choquer. Dans la mesure où nous savons, grâce aux études formidables de l'INED, Institut national des études démographiques, que le tiers de la population française, le tiers, est issu au premier, deuxième ou troisième degré de l'immigration, et que ce pourcentage-là, nous ne le retrouvons pas au sein des effectifs de la fonction publique et encore moins de la haute fonction publique. Et il me semble que le premier obstacle à surmonter, ça n'est pas très compliqué, mais encore faut-il une volonté politique forte, c'est celui de la mesure, c'est celui de l'objectivation, c'est celui du comptage. Tant que nous n'aurons pas, comme nous l'avons fait sur l'égalité entre les femmes et les hommes, des tableaux statistiques extrêmement précis qui permettront de mesurer, d'apprécier, d'objectiver la présence ou l'absence d'un certain nombre de personnes qui ont vocation à occuper des postes de responsabilité au sein de la fonction publique, des personnes dont l'origine sociale, dont l'origine ethno-raciale, dont l'origine territoriale, et souvent ces critères d'exclusion se cumulent. Tant que nous n'aurons pas les chiffres précis, nous en avons certains, mais pas encore tous, je pense que nous serons en peine pour définir les leviers d'action positif. Alors évidemment, il y en a, je ne veux pas non plus noircir à l'excès le paysage ou la situation, mais il me semble que nous avons une responsabilité supplémentaire par rapport à d'autres secteurs économiques, de la vie sociale en général. Le service public, comme l'a très bien dit Damien, incarne une image de la société, et tant que cette image ne reflètera pas la réalité de ce qu'est aujourd'hui la société française, je pense que ce décalage ne peut que nuire à la vision d'ensemble de ce que peut et doit apporter le service public à la société. Donc, je n'ai pas vraiment répondu à votre question, mais je pense qu'en termes de... Vous avez répondu, vous dites que finalement le tableau est encore plus noir que ce que l'on pense. Oui. Je vais poser la question à Laetitia Elouet, justement sur cette mesure. Vous dites que pour avancer de manière concrète, il faut pas seulement la nommer, cette diversité, mais aussi pouvoir la mesurer. Comment, pour pouvoir construire des trajectoires, comment est-ce qu'on peut mesurer concrètement? C'est vrai, c'est la vraie question en fait. C'est la vraie question. Je me permets juste de faire un petit élément d'introduction en remerciant Agnès pour sa prise de parole, en rejoignant Damien sur cette dimension de qu'est-ce que veut dire le service public. Et moi, je veux d'abord dire pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de la fonction publique. Alors, je vais peut-être commencer par les aspects pragmatiques. C'est le premier employeur de France. Il faut aussi se le dire. On parle de la haute fonction publique. 5,66 millions d'agents aujourd'hui en France. Exactement. Donc, ça veut dire que ce qu'on fait, à la fois, il y a cette dimension, je pense que ça a été dit, et je prends le terme à mon compte d'exemplarité. On est adossé à des principes républicains. Notre mode de fonctionnement est adossé aussi à des textes, dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a un article 6 qui dit en fait que l'accès à la fonction publique ne doit se faire
sous d'autres aspects que le talent et la vertu. Il y a cette dimension que Damien soulignait, que je souligne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un service public qui est à un moment, je trouve, à un moment de modification, de mutation de société, j'allais même dire de changement de civilisation. Donc on a plus que jamais besoin d'un service public. Mais plus que jamais, il y a la question de la légitimité. Plus le service public à tous ses échelons et à l'image de la France, plus il est légitime et accepté. Et il y a un autre sujet que la cohésion, la légitimité. C'est un sujet que j'aborde finalement assez régulièrement, c'est la question de la performance. On a toujours l'impression qu'on dit un gros mot à table quand on parle de la question de la performance associée au service public. Mais j'allais vous dire, mais plus que jamais, dans le monde dans lequel on vit, dans la demande extrêmement forte de concret, d'efficacité et efficacité dans un monde qui bouge autant qu'aujourd'hui et d'adaptation au territoire, on a besoin d'un service public qui est au rendez-vous de la performance. Elle se décline et elle se dit différemment du secteur privé, mais elle est essentielle. On ne peut pas, pour moi, s'en exempter. Et dans ce que je veux dire, je vais commencer à répondre à votre question, je vois bien. Donc pour vous, diversité égale performance. Bien sûr, mais j'allais vous dire, je vais commencer par les aspects très concrets. On met différentes personnes autour de la table avec des cerveaux extrêmement bien faits, mais qui ont des parcours qui sont très identiques. Qu'est-ce que ça traduit ? Il y aura sans doute un confort à travailler ensemble. On va arriver très vite à des conclusions. En revanche, évidemment, on ne peut pas inventer des choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne connaît pas. On met de la diversité à table, et la preuve par le concret, c'est ce que permet... Sur la déconnexion. C'est ce que permet l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, c'est une des formes de diversité. Finalement, la diversité, c'est aussi ce qui existe et ce qui avance très bien. Et l'égalité homme-femme avance très bien. Appuyons-nous là-dessus aussi pour donner une dynamique supplémentaire à d'autres sujets. Et on voit que quand on met des profils différents, notamment de genre, on élargit la vision. Et quand on élargit la vision, ça veut dire qu'on a une vision plus juste de l'état des lieux de la situation, plus juste et plus large. Et ça veut dire aussi que le spectre qu'on peut envisager pour créer des solutions est évidemment plus large aussi. Donc là, je vous le donne par un aspect pragmatique, mais dans les pays où on le mesure, parce qu'Agnès a souligné, on ne mesure pas en France, on mesure à la fois la place de la diversité et les conséquences de cette diversité quand elle prend plus de place sur la performance. Donc moi, ce que je dis, c'est que ne pas mesurer, c'est à la fois ne pas être à la hauteur en fait de nos principes républicains et se priver d'un levier essentiel de performance, parce que l'État, alors là je reviens dans l'État dans le sens pragmatique, ou la fonction publique dans le sens pragmatique, c'est un employeur. Comment est-ce que je dis à un employeur, tu dois progresser sur un sujet s'il n'est pas capable de savoir où il en est à un instant T, et donc d'établir un plan concret, efficace, et ou en tout cas d'assurer des ajustements. Votre question, c'était comment est-ce qu'on mesure ? J'y réponds. Donc la première chose, Agnès vous l'avait dit, c'est de dire que c'est possible. On se retrouve régulièrement, moi quand je suis interrogée sur cette question, en disant « Ah mais c'est pas possible, c'est pas conforme aux principes républicains ». Je pense que dire ça, c'est bien révélateur de biais ou individuels ou collectifs qu'on a. C'est tout à fait possible. Vous citiez l'exemple de l'INED. L'INED travaille avec l'INSEE, voilà, et l'INSEE, on ne peut pas dire qu'il ne respecte pas des protocoles extrêmement précis. L'INSEE a recours à des statistiques ethniques très régulièrement. À partir du moment où c'est anonyme, c'est tout à fait... alors voilà, il y a une décision, alors si je rentre dans les détails, et je vous le dis parce que ce n'est pas un détail, finalement c'est un sujet où si on lève en fait le bouchon de l'impossibilité, on ouvre un champ des possibles extrêmement large et important. Il y a une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2007. Cette décision dit, sous réserve d'anonymat, sous réserve de volontariat, on peut poser des questions qui sont la nationalité qui précède la nationalité française, quand ce sont des Français, nationalité des parents, la consonance du nom de famille, donc là on est sur des éléments objectifs, la zone, le lieu d'origine, le lieu de naissance, et on peut croiser à tout ça, qui sont des éléments objectifs, des éléments qui sont des éléments de ressenti, puisqu'on peut poser la question du ressenti d'appartenance. Ma foi, on a besoin de quoi de plus pour mesurer, et c'est tellement possible de le faire que moi, peut-être comme d'autres ici dans la salle, j'ai travaillé avec, à l'époque, Elisabeth Borne, quand elle était ministre du Travail, Elisabeth Moreno et Amélie de Montchalin, à un index de la diversité qui a été expérimenté. Comme l'index homme-femme qui est... Exactement, ça veut dire que c'est possible. Et ce que je regrette, en revanche, c'est que cet index n'ait pas été généralisé.
C'est-à-dire qu'on demande, en fait, il y a quelque chose comme une injonction paradoxale. On est en train de se dire, alors peut-être qu'on n'est pas nombreux à partager ce point de vue, mais je pense qu'on est assez nombreux, que c'est utile. Mais comment est-ce qu'on dit que quelque chose est utile si on ne crée pas les conditions pour que la question soit adressée de la bonne façon? Et le généraliser. Patrick Lévivette, c'est votre sentiment? Il faut un index, il faut des outils clairs et peut-être les imposer pour pouvoir mesurer cette diversité et l'imposer dans la haute fonction publique et la fonction publique en général? Je crois que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que quand vous allez sur le terrain, je le dis à dessein, parce que je crois que c'est toujours bien de regarder et d'observer. Quand vous allez sur le terrain plus proche des citoyens, quand vous avez sur un guichet de la fonction publique territoriale ou guichet de les fonctions publiques d'État, la diversité, elle est là. Elle est tellement là, c'est que, ne nous racontons pas d'histoire, la dimension ethnique est très présente, puisque vous avez beaucoup de Noirs, on va le dire, beaucoup de Maghrébins, mais très peu aujourd'hui dits de blancs, comme on dit, parce que j'aime bien dire des mots quand on dit des choses. Et quand on remonte tout en haut de l'échelle, vous avez exactement l'inverse. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est un principe qui ne peut être contesté, et donc qui doit nous mettre en questionnant sur, un, où on est, quel est le constat aujourd'hui, et deux, qu'est-ce qu'on doit faire? Le vrai constat, le constat qu'on peut tous faire, c'est que cette diversité, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là au sein du service public et de la fonction publique, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là que par ailleurs, il n'y a pas un mouvement qui est en cours. Oui. La question, c'est la vitesse à laquelle ce mouvement va. S'il faut mettre autant de temps pour qu'il y ait une diversité globale... C'est trop lent? C'est trop lent, selon vous? Mais regardez le temps qu'il a fallu pour arriver à peu près à quelque chose qui rentre dans les mœurs, qui est l'égalité homme-femme. S'il faut attendre autant de temps, on va désespérer, comme on disait jadis, Billancourt. On va désespérer énormément de jeunes et les jeunes générations. Premier élément, le mouvement, il est très important. Il ne faut pas le sous-estimer. Il est très important, mais il est extrêmement lent. Il est extrêmement lent par ce qu'on a dans la tête, par l'histoire, par les testings qui ont été faits. On le voit à quel point la consonance des noms est un obstacle quand un CV arrive. Donc on voit bien, mais ça n'est pas que la fonction publique. Mais le problème, c'est que la fonction publique, elle est, comme ça a été rappelé par deux personnes, Laetitia et Damien à l'instant, la fonction publique, elle est au service du public. C'est un service d'intérêt général. C'est au fond, c'est un bien commun. Or, ce bien commun, il ne répond pas, en fait, à ce qu'est la société aujourd'hui en termes de représentation. Et si l'État, et si les collectivités, c'est un peu mieux au sein de l'État, parce que le mouvement a été impulsé plus fortement, mais si... Pas d'accord à côté. Pas d'accord, c'est un peu mieux. Si on regarde les statistiques, enfin, les chiffres qu'on a semblent, en tout cas Damien semble dire dans l'étude qu'il avait menée, mais restons, c'est très insuffisant de façon générale. Et donc la question qui nous est posée, elle est très simple. C'est est-ce qu'une fois pour toutes on se met des critères, et c'est pour ça que je rejoins ce qui a été dit, est-ce qu'on se met des objectifs, et est-ce qu'on permet tout simplement à ce que, au fond, cette fonction publique, elle ressemble à notre pays, ou est-ce qu'on continue tout simplement à faire qu'elle n'ait pas, au fond, cet exemple qu'on a envie d'avoir, et cette société qu'on a envie de retrouver partout dans la fonction publique. Je voudrais te dire une deuxième chose, et c'est peut-être la meilleure des nouvelles qu'il puisse y avoir. Vous savez, on parle d'attractivité de la fonction publique, je vous rassure, il n'y a rien de pire que l'attractivité dans la restauration où les jeunes ne veulent plus aller, il n'y a rien de mieux. Notre société est dans un mouvement profond, ça a été dit. Et en fait, le manque de compétences va conduire à faire sauter, parce que nécessité fait loi, va faire sauter tous les verrous dans les années qui viennent. La question, c'est comment on les fait sauter et comment on utilise le manque de compétences dans notre société pour faire un bond quantique sur cette question. Et je rejoins ce qui a été dit, s'il n'y a pas un index, s'il n'y a pas des chiffres, s'il n'y a pas un suivi possible, il ne se passera rien, parce que c'est comme ça. Nous sommes un pays qui avons été le pays des droits de l'homme, mais nous sommes aussi le pays qui a le plus de mal à intégrer, au fond, et à assumer les choix qui sont les nôtres, et tout simplement à assumer la société telle qu'elle est. Et donc on a cette injonction paradoxale qui a été évoquée tout à l'heure, c'est censé rendre fou, je vous rappelle, en psychanalyse. Donc est-ce qu'on va continuer à être un peuple qui est schizophrène,
qui voit bien qu'il y a des contradictions entre ce qui est dit et ce qui est fait, au fond, nos citoyens, la France, elle est simple. Si vous faites ce que vous dites, ça fonctionne. Oui. Voilà. Véronique Renard, je vous ai vu réagir quand il disait que dans la fonction d'État, ça allait mieux. Un peu mieux. Un peu mieux. Ensuite, je vous laisserai la parole, Laetitia Eloué. Ça va un peu. C'est un petit peu ce que j'évoquais dans mon propos liminaire. C'est quand on identifie les parcours qui peuvent permettre de rejoindre la haute fonction publique, puisque c'est la thématique de la table ronde. Je n'étais pas sur une thématique fonction publique dans son ensemble. On voit qu'il y a des mécanismes de promotion interne qui permettent de choper, de faire venir des personnes qui n'étaient pas totalement prédestinées à l'exercice de ces fonctions. En tout cas, pas à l'âge de 23 ans, après être sortie d'une très grande école. Ça, c'est ce que je souhaitais quand même rappeler. Parmi les freins, les biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, effectivement, je pense que les biais cognitifs, faut y travailler. Et je dirais, faut y travailler tant du côté des membres de jury, ça c'est clair. J'ai déjà évoqué le syndrome du scarabée qui conduit à finalement se reconnaître dans la personne qui vous ressemble et à préférer les qualités de la personne qui vous ressemble. Mais il y a plein d'autres biais sur lesquels il faut travailler et qui seront inconscients dans la plupart des cas. Et donc le membre de jury qui fera preuve de la meilleure foi possible ne sera pas à l'abri de tels biais cognitifs. Donc je pense que donc il faut imposer. Former les membres de jury, leur faire prendre conscience de l'existence de ces biais pour lutter contre ces comportements inconscients. Ça fait partie du job des responsables des ressources humaines quand ils réunissent des jurys. Mais je crois qu'au-delà des recruteurs, des décideurs, où ça dépasse les jurys, ce sont les cadres dirigeants et supérieurs dans leur ensemble qu'il faut informer, sensibiliser, auprès desquels il faut faire prendre conscience qu'il y a des comportements qui ne sont plus acceptables et puis qui sont Mais comment ? La question c'est comment ? Est-ce qu'on impose ? Est-ce qu'on sanctionne ? Alors, là, vous utilisez le terme de sanction. On peut arriver à la sanction quand on constate une faute professionnelle, qu'on relève, je pense, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui est vraiment un cheval de bataille qu'on a, dans lequel, en tout cas, un engagement qu'on a pris de lutter contre ce qu'on appelle les VSS, c'est quand il y a un comportement inapproprié, le constater, y remédier, et quand on n'y parvient pas, sanctionner. Mais là, je parlais des décideurs, des recruteurs qui peuvent être, entre guillemets, victimes de biais inconscients, mais il y a aussi les candidats potentiels. Je crois que le phénomène d'autocensure, et on n'en parle pas assez. Bien sûr, on va en parler. Le phénomène d'autocensure, et là aussi, c'est une autre forme de biais. Déjà, on ne sait pas. C'est pour ça que mon propos, j'ai voulu commencer en disant, mais attendez, quand vous rejoignez la fonction publique, c'est pas le premier concours que vous passez qui va faire toute votre vie pendant 43 ans. Oui, c'est pas inaccessible. C'est pas la fin de votre carrière, l'alpha et l'oméga de votre carrière. Vous pouvez réussir des examens professionnels, progresser, changer de catégorie, rejoindre un corps supérieur. C'est le message que je souhaitais faire passer. Parce que, ce matin, j'ai rencontré des talents et je constate que ça ne se sait pas nécessairement. Oui, on a des visions stéréotypées de ce qu'est la haute fonction publique qu'il faut, à mon sens, dépasser. Parce que pour faire venir des talents dans nos classes prépa-talents, il faut leur indiquer que c'est possible, que le champ des possibles, c'est les connaître en plus. Et que même s'ils ne réussissent pas l'INSP, l'INET ou le HESP, ils peuvent accéder par la voie des IRA ou de l'ENFIP ou des douanes, l'École nationale des douanes, à un corps de fonctionnaires et puis après continuer leur parcours. Et voilà. Toutes ces informations-là, elles sont sur le site des ministères. Comment ça se passe pour un jeune aujourd'hui s'il a envie de s'orienter vers ça? Alors, effectivement, déjà, on a travaillé beaucoup sur notre plateforme, sur le faire marque employeur, sur notre plateforme. Donc, on a des sites qui indiquent quelles sont les voies d'accès possibles. Mais je pense que c'est à l'occasion de sommets tels que celui d'aujourd'hui qu'on peut faire passer ce message. Voilà.
Si nous mettons dans la tête des jeunes talents qui sont dans les universités que oh là là, c'est inaccessible parce qu'en face de vous, vous allez avoir des membres de jury qui sont qui voudront pas de vous, en fait, ils se présenteront pas. Et ce phénomène, moi, je le relève aussi s'agissant des femmes. Vis-à-vis des femmes, on sait qu'il y a des comportements inconscients qui peuvent les conduire à s'auto-limiter, à considérer, c'est le syndrome de l'imposteur, considérer que non, elles ne vont pas candidater parce qu'elles ne sont pas au niveau, eh bien les accompagner. Il y a des dispositifs interministériels qui ont été déployés. À Bercy, on a déployé Virtuose, un dispositif ministériel pour mentorer, accompagner, former des potentiels féminins. Il y a 43% de femmes dans les postes A+, donc c'est absolument. C'est et là, c'est pour. Là, je parle des femmes cadres et des femmes cadres supérieures, puisque ça concerne les deux populations, pour amener les cadrettes vers l'encadrement supérieur et puis pour amener les cadres supérieurs vers les emplois supérieurs et dirigeants. Et je pense que lutter contre les stéréotypes, mais des deux côtés du miroir. On va laisser la parole parce qu'il nous reste 10 minutes c'est très intéressant. D'abord, Laetitia Eloué, vous vouliez réagir. Ensuite, c'était M. Zaversnik et ensuite, c'est Mme Salle. Comme ça. Ça marche. Je vais essayer d'aller vite. Pour moi, peut-être pour revenir sur les choses qui vont bien, c'est ce que vous présentez là, madame. C'est que je trouve qu'un de nos biais, parce qu'on parle de biais, mais il y a des biais aussi dans le regard qu'on a sur la fonction publique, c'est de penser que parce qu'il y a un concours, en fait, qui permet encore majoritairement de rentrer dans la fonction publique, que toutes les questions en fait, sont réglées parce qu'il y a un égal accès au concours. Alors qu'il y a des sujets qui se jouent en amont, sur lever des freins, parce que si je ne sais pas que quelque chose existe, par définition, je ne le connais pas. Et donc l'égalité des chances, c'est déjà pouvoir se projeter dans des lieux qui dépassent mon environnement immédiat, donc ça se joue en amont. En revanche, sur comme on parle de beaucoup de diversité. Il y a le genre, il y a le handicap qu'on n'a pas encore nommé, il y a le sujet social, le territoire, mais aussi l'ethnie. C'est de dire que s'il y a des progrès, moi, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'il en est sur la diversité sociale et ethnique parce que celle-ci n'est pas systématiquement mesurée. Et elle n'est pas systématiquement mesurée parce qu'on a parlé de mesure, mais en amont de la mesure, il y a un sujet qui est aussi inscrit dans la culture française, c'est de nommer. On a l'impression qu'en nommant une diversité en fait, ethnique, on crée un tabou, on crée un malaise. Pareil, je vais reprendre mon expression du gros mot à table. Alors que, pour moi, si on ne nomme pas un sujet, comment est-ce que vous voulez qu'on le traite? Je disais qu'on nomme d'abord, et donc on peut se dire qu'on peut nommer sans essentialiser, et c'est absolument essentiel. L'autre dimension, je vous l'ai dit, moi je partage l'idée que la mesure est indépassable, mais sans essayer d'être contradictoire, je pense aussi que sans attendre que cette mesure existe, il y a des choses dont il faut absolument s'emparer. Vous avez parlé de lutte contre les discriminations. Évidemment, mais j'allais vous dire, les luttes contre les discriminations, on est sur le respect des droits fondamentaux. J'espère bien qu'on est intraitable sur le respect des droits fondamentaux. Sinon, je trouve qu'on n'est vraiment pas à la hauteur du minimum de principes qu'on doit tenir. Mais pour moi, il ne faut pas seulement tenir les droits fondamentaux, il faut être capable d'écrire, d'avoir cette vision globale et de pouvoir la mettre en mots, la mettre en narration, comme pour prendre le terme qui est très employé aujourd'hui, pour dire quelle valeur humaine, quelle valeur de cohésion sociale, quelle valeur aussi, création de valeur d'efficacité du service rendu aux concitoyens, on crée avec ça. Et donc, c'est un sujet RH, vous l'avez dit, mais moi, je pense, c'est que ça doit être porté au plus haut sommet, tu l'as dit tout à l'heure, et au-delà du plus haut sommet, j'allais vous dire, pour moi, le principal garant, ce sont les managers. Qu'est-ce qui fait au sein, en fait, que ça soit d'une entreprise privée ou de l'État, qu'est-ce qui est le garant entre la mise en œuvre des orientations et le fonctionnement au quotidien, c'est le manager. Dans un monde en fait où il y aurait cette mesure, eh bien moi, je trouve que la mesure la plus efficace, ce serait d'intégrer cette dimension en fait de diversité dans l'évaluation en fait des managers. Et là, on est bon. Bon, ça, on n'y est pas. En revanche, pouvoir décliner un programme précis, on peut le faire. Pouvoir s'emparer de certains outils. On parle du mentorat en amont. Moi, j'allais vous dire, la question des biais, elle n'est pas finie quand on rentre dans la fonction publique. Vous l'avez dit, et c'est l'honneur de la fonction publique que de pouvoir construire des trajectoires d'ascension aussi en interne. Mais ces trajectoires, elles ne sont possibles que si, justement, on n'a pas ces biais
Voilà, parfois qu'on nous renvoie aussi. C'est pas seulement les personnes elles-mêmes porteuses de la diversité qui ont des biais, c'est bien un sujet en fait qui est un sujet d'écosystème. Donc il faut agir sur les deux. Et donc une façon d'agir sur les deux, c'est aussi être capable d'identifier des dispositifs qui peuvent être des mentorats quand les personnes sont rentrées. Il y a un dernier sujet, parce que j'avais travaillé là-dessus, et moi je regrette que pas grand-chose a été fait, c'est que moi je crois en la dimension de rôle modèle. Alors peut-être que le terme, comme il est anglo-saxon, ça peut paraître un peu paillette, c'est de dire si je ne vois personne qui me ressemble à un endroit, eh bien, je vais inconsciemment me dire, et le inconsciemment qui peut être vraiment un mur d'acier, je n'ai pas ma place. Et tout en soulignant le manque de diversité en fait, ethnique, il y a des personnes aujourd'hui qui ont largement le niveau. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable aussi, comme on le fait pour les femmes, de dire qu'à mérite égal, eh bien, on fait le choix d'intégrer ce sujet-là comme une priorité. Et tant qu'on ne le fera pas, et pour moi, même s'il existe des prépas talents, les prépas talents, elles auront toujours un impact qui va se réduire si par ailleurs on n'est pas capable de fournir des exemples de ceux qui font aujourd'hui et qui ressemblent à la France dans toutes ses dimensions et dans toutes ses diversités. Damien Zaversinik, il vous reste 2 minutes, après ce sera vous, Madame Salle et Monsieur Waite. Alors 2 points. Premièrement, il y a de la place dans la fonction publique pour les personnes qui ont peut-être envie d'y aller, mais même qui ne sont pas sûrs. Et donc nous menons, je lance cet appel-là, puisque ça répond directement à ce qui vient d'être dit, nous menons un programme qui s'appelle Ambition Service Public, qui s'adresse aux étudiants boursiers de l'université à partir de la licence jusqu'au master, aux jeunes diplômés. Ça s'inscrit jusqu'à la semaine prochaine, donc c'est encore le moment de s'inscrire, puisque justement pendant plus de 6 mois, nous accompagnons des personnes qui viennent de ces horizons très divers, qui ne connaissent pas forcément le service public et la fonction publique, par du mentorat, par des conférences métiers, par des visites d'administration en allant devant des agents publics pour qu'ils parlent de leur métier et qu'ils disent concrètement ce qu'ils font, parce que c'est aussi ça l'intérêt de se projeter dans une carrière. Et avec... Ça reste peut-être marginal. Ça reste marginal, mais justement, il y a aussi cette notion rôle modèle et on essaye de mettre en avant des profils qui ont un parcours atypique dans le service public et souvent qui est très divers. Donc vous pouvez vous inscrire, nous on essaye de faire ce lien-là. Le deuxième point, et ça va de pair avec ce que je viens de dire, on parlait du mentorat. Nous, on pense que le mentorat est une action qui peut vraiment peser sur des parcours, puisque un agent public peut décoder tout ce qu'on vient de dire sur l'accès au service public, apporter son réseau, etc. Mais on ne peut pas y arriver sans les employeurs publics. Ça ne peut marcher que si les employeurs publics s'emparent de ce sujet-là. On travaille avec le ministère des Finances sur ce sujet. Et puis, on a des mentors qui viennent de partout et qui eux-mêmes retrouvent un sens à leur métier dans le service public en parlant à un jeune. Donc, allons-y, que ce soit les étudiants, les demandeurs d'emploi, il y a la place pour vous. Et j'ai envie de dire, les employeurs publics, il y a un chemin qui est un chemin extrêmement vertueux, y compris en termes de dynamique managériale, en prenant ce pari de l'ouverture sociale. Agnès Salle, que faut-il... Oui, Qu'est-ce qu'il y a de perfectible selon vous ? Tout est perfectible dans la mesure où il me semble que l'un des écueils, et on le voit beaucoup en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, on le voit également en matière de diversité, c'est de faire porter la responsabilité de l'absence sur les victimes des discriminations. C'est-à-dire, on dit beaucoup aux femmes, vous manquez d'audace, vous n'osez pas être candidate, vous n'osez pas y aller. En fait, ça n'est pas tant que les femmes n'osent pas, c'est parce que les obstacles qui jonchent la route sont tellement importants que le voudraient-elles qu'elles n'y parviennent pas. Et je pense que dans les discours tenus cet après-midi, il est très important d'indiquer que ce ne sont pas les personnes aujourd'hui écartées, exclues du fait de leurs origines ethno-raciales, du fait de leur origine sociale, du fait de leur origine territoriale, qu'il faut pointer du doigt en les mettant à l'index et en disant « vous n'êtes pas là alors même que vous devriez parce qu'on vous fait une place », c'est à nous, me semble-t-il, au service public, à l'État, aux collectivités territoriales, à la fonction publique hospitalière aussi, puisqu'il y a 3 fonctions publiques, de faire l'effort, d'aller chercher celles et ceux qui sont partie prenante de notre société, qui ont les talents, qui ont les compétences, qui peuvent ou non avoir envie, mais ça n'est pas ça le problème à mon avis, c'est le fait d'être suffisamment attractif et suffisamment volontariste pour aller chercher celles et ceux qui ne sont pas présents encore aujourd'hui et qui sont même très absents de la fonction publique et notamment de la haute fonction publique. Donc à mon sens, la responsabilité première, la responsabilité majeure, parce que c'est un objectif républicain et un objectif démocratique, comme Laetitia l'a très bien dit, c'est de faire en sorte de mettre en place les dispositifs qui permettront effectivement la diversification des viviers de recrutement.
Patrick Lévivette, l'effort d'aller chercher, ce dont vous parliez, Madame Stahl, les personnes de la diversité sur le terrain, leur donner envie, ça aussi, il y a un énorme effort à faire là-dessus, donner envie d'aller vers la fonction publique. Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est une question, parce que c'est perçu souvent comme quelque chose de trop vertical, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut attirer ces jeunes? Non, mais d'abord, avant toute chose, quand vous regardez la jeunesse, si on parle de la jeunesse d'aujourd'hui, elle préfère aller créer une start-up, voilà, créer un commerce, on l'a vu tout à l'heure, plutôt que d'aller dans une grande institution. Alors fut-elle celle qui est la plus importante, qui fait 5,6 millions de personnes. Premier élément. Ce qui est vrai sur 5 quand même. Oui, ce qui est vrai pour l'entreprise, l'est a fortiori vrai pour la fonction publique. Au nom de quoi ce ne serait pas le cas. Deuxième élément. Bien entendu qu'il faut faire cet effort d'aller chercher, mais il ne faut pas faire cet effort d'aller chercher parce qu'on aurait comme ça une exigence, on trouverait que c'est bien comme ça et qu'au fond on s'obligera à le faire. Il faut le faire parce que si nous ne le faisons pas, notre société continuera à être de plus en plus fracturée. Parce qu'il n'est pas envisageable dans notre société d'avoir des gens qui sont éloignés géographiquement, je parle des territoires, éloignés territorialement dans des quartiers prioritaires de la ville, ou des quartiers populaires où les services publics ont disparu, où les commerces ne sont pas là, où le dialogue et les échanges, où la connaissance, le bouche à oreille qui fait que moi je sais quand je suis au centre-ville, à un endroit plutôt privilégié, on me parle, et donc j'ai l'information. Si je ne fais pas cet effort d'information, on ne l'a pas naturellement dans ces quartiers ou dans ces territoires reculés. Ou dans les familles, et donc la question le rôle d'un État, c'est précisément de s'occuper des endroits dans la société qui sont les plus fragiles. Ce qui est vrai pour les handicapés, ce qui est vrai pour l'éloignement, je le disais, géographique ou territorial, ce qui est vrai pour évidemment la question... On n'en parle pas, mais il y a aussi les hôpitaux. Évidemment. Donc cette question d'aller vers n'est pas une question, c'est une exigence de société. C'est le premier point. Le deuxième, là où je mets quand même, j'ai un petit divergent. Évidemment que ce syndrome d'imposture existe quand on est dans une société qui n'est pas diverse. Évidemment que les sociologues l'ont beaucoup expliqué, combien quand on est à distance, que quelqu'un est différent, j'ai du mal évidemment à m'inscrire et à m'insérer dans la société. Évidemment que c'est une donnée de base sur laquelle il faut lutter. Moi, je le dis, je pense qu'il y a un chemin qu'il faut prendre pour aller plus vite. Il y a deux chemins. Le premier, il a été évoqué, celui, en effet, d'avoir des chiffres, en effet, de suivre. Et je crois que l'index diversité doit être élargi. Et je pense que c'est un enjeu central. Parce que quand je regarde où je suis sur un index, évidemment, je progresse. Je n'ai pas envie d'être le mauvais canard. C'est vrai, c'est immuable. Et c'est vrai depuis la classe, depuis l'école, jusqu'en haut de la société. C'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est qu'on a une chance formidable. C'est dans la société diverse, les jeunes femmes, on le sait, aujourd'hui dans notre société et dans les quartiers prioritaires, c'est vrai aussi, dans les quartiers populaires de notre pays, il paraît travaillent un peu mieux que les jeunes hommes. Eh bien, utilisons la diversité, l'égalité homme-femme, qui est en train de progresser considérablement pour faire levier en faisant une prise de judo, en utilisant précisément ce chemin qui est en train de réussir pour permettre à la diversité et aux femmes de prendre précisément un coup d'avance pour permettre d'accélérer le processus. Moi, j'ai une conviction absolue, c'est que si nous ne réussissons pas cette question, notre société ne pourra pas revenir à une société et le vivre ensemble. Et moi, je très importante en plus avec l'actualité aujourd'hui. Et notre promesse républicaine est à ce prix. Et moi, je vais vous le dire vraiment, je l'ai dit à Saïd Hamouche depuis longtemps, quand on est obligé en 2023 de faire un sommet sur l'inclusion, c'est qu'il y a un grave problème dans une société. Il faut le regarder, il faut le nommer. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est que notre société est en train de devenir lucide sur elle-même. Or, une société qui se ment est une société qui ne progresse pas. Et je crois que ce qui est le plus grand changement dans notre société depuis une petite dizaine d'années, et principalement là, les dernières années, c'est qu'on voit que partout, au ministère de l'économie, partout, la question se pose. La question est sur la table. Pas assez vite, je l'ai dit tout à l'heure, mais à tout le moins, nous sommes en train de devenir lucides sur l'état de notre société. Merci beaucoup Patrick Lévivette, merci beaucoup Damien Zaversnik, Agnès Stahl, Véronique Grener et Laetitia Elouet d'avoir participé
à cette thématique sur la haute fonction publique. Comment lever les réticences? Donc le thème, c'est recruter des profils issus de l'enseignement supérieur, faire le choix de la diversité sociale. Vous allez nous expliquer pourquoi. Guillaume Gelé, vous êtes président de France Université. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Face à vous, Patricia Lecoq, directrice des relations avec les collectivités locales chez Orange et présidente du Cercle Interrel. Bonjour madame, merci d'être là. Il faut recruter des profils issus de l'enseignement supérieur pour faire avancer cette question de la diversité, cette question de l'inclusion économique, selon vous, madame? Eh bien, c'est très important pour nous, effectivement, entreprises, hein, puisque je représente le Cercle Interrel, les entreprises des domaines scientifiques et technologiques, de effectivement accroître la diversité de nos salariés grâce effectivement à l'université. Et on va vous en parler un peu plus, en fait. Je vous en prie, donc le dialogue est lancé. Le dialogue est lancé. Exactement. Eh bien, écoute, Guillaume, tu es président de l'université Reims-Champagne-Ardenne, président de France Université, porte-parole donc des universités françaises. Ça représente combien d'étudiants? Eh ben, les établissements membres de France Université représentent à peu près 2 millions d'étudiants sur les 3 millions d'étudiants qu'il y a en France. Ils sont accueillis dans 74 universités. Ces universités donc, ont également des écoles d'ingénieurs internes, elles ont des IAE, elles ont bien sûr des facultés, et elles forment des étudiants aussi bien en formation initiale, c'est-à-dire les formations standards, mais aussi des apprentis. Elles forment aussi des étudiants entrepreneurs, et à tous les niveaux, de la licence jusqu'au doctorat. Et en fait, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que quelque part, nous incarnons un modèle de collaboration entre l'université et l'entreprise. Effectivement, Patricia, nous collaborons pour qu'il y ait davantage de femmes dans les métiers issus de la technologie. Et c'est un secteur qui en manque cruellement. Et à l'heure de l'essor de l'intelligence artificielle et de ses multiples applications, comment penser que ces modèles donc d'intelligence artificielle ne soient pensés majoritairement que par des hommes et donc pour des hommes? C'est vrai qu'au sein des entreprises du Cercle Interrel, nous œuvrons en faveur de la mixité, de l'égalité professionnelle dans les secteurs scientifiques et technologiques. Et nous avons pour ambition de créer les conditions favorables pour un équilibre des genres et puis pour la performance. C'est important qu'ensemble, nous travaillions sur ces sujets main dans la main pour avancer. Parce qu'effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que plus de parité, c'est un levier pour plus de diversité. Et concrètement, Patricia, vous faites quoi? Nous intervenons dans les collèges, dans les lycées, plus spécifiquement auprès des jeunes femmes, pour leur présenter les parcours scientifiques. Nous leur attribuons des programmes de coaching, de mentoring tout au long de leurs études scientifiques. Nous les aidons à trouver des stages, voilà, nous les accompagnons de façon à ce que nous puissions en avoir un peu plus dans ces filières un peu plus scientifiques. Et c'est vrai que c'est important pour nous de reconnaître toutes ces compétences. Mais quelque part, la diversité, c'est pas l'ADN de l'université ? Oui, en effet, on peut le dire. Près de 40% de nos étudiants sont des étudiants boursiers. Donc c'est un lieu de diversité sociale. Donc. Et puis les universités sont présentes dans l'ensemble de nos territoires métropolitains et ultramarins. On peut donc parler de diversité géographique aussi. Et puis dans nos universités, nous avons en moyenne 12% d'étudiants internationaux. Et donc c'est aussi un lieu de diversité culturelle extrêmement intéressant. Et puis peut-être le rappeler ici, parce que c'est important, nos universités sont souvent placées dans des quartiers en politique de la ville. Et donc, elles ont aussi un rôle de modèle à y jouer dans ces quartiers. Et par exemple, à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, nous avons fait le choix d'intégrer le siège de notre université donc dans le quartier Croix-Rouge, qui est un des quartiers prioritaires en politique de la ville les plus grands de France, 28 000 habitants. 28 000 habitants. Et dans ce quartier, nous avons 2 campus qui forment à peu près 15 000 étudiants, et nous avons le siège symbole de l'université. Et ce siège, il est placé à proximité de 4 écoles primaires. Et ces enfants ont vu grandir ce bâtiment, donc à côté d'eux, donc très très beau, ils nous l'ont raconté, et puis se demandaient ce que c'était. Et donc on s'est dit, à l'inauguration et depuis qu'on occupe ce siège, eh bien on va les accueillir, mais on va les accueillir pour des petits déjeuners ou pour des moments un petit peu
festif pour eux. Et donc on organise maintenant chaque année un concours de sapins de Noël. Tous les services de l'université décorent leur propre sapin de Noël et ces enfants constituent le jury de ce sapin de Noël. Ils choisissent celui qu'ils préfèrent. Ils en profitent pour discuter avec l'ensemble des acteurs de l'université et ils nous disent qu'ils ont envie de venir y travailler. Donc c'est un petit peu aussi comme ça qu'il faut qu'on procède. Dire qu'il n'y a pas vraiment de plafond de verre, que l'université, elle est là pour eux. Et pour l'insertion ? Alors pour l'insertion, l'université s'est beaucoup transformée aussi ces dernières années, notamment depuis la loi de 2007 qui a donné à l'université la mission donc d'intégrer, d'insérer professionnellement ces étudiants. Et donc on peut dire qu'il s'agit quand même d'un réel succès. Plus de 90% de nos diplômés de licence professionnelle et de master trouvent un emploi à 18 mois donc, de l'obtention de leur diplôme. Et ces emplois correspondent réellement à leurs compétences et leur niveau de rémunération aussi. Donc ça, c'est une première réussite. Et puis la deuxième réussite, c'est que quand on se retourne vers nos diplômés et qu'on leur dit, voilà, est-ce que votre diplôme vous a été utile? Est-ce que ce que vous avez appris à l'université donc vous permet d'intégrer parfaitement le monde du travail? À 81%, ils en sont satisfaits. Donc pour nous, oui, c'est une belle réussite. Et la proximité géographique, est-ce que c'est un facteur d'inclusion, le fait que vous soyez justement dans le quartier? Alors c'est un facteur d'inclusion et ce qu'il faut constater aussi, c'est que c'est bien souvent un frein. C'est bien souvent un frein parce que la mobilité géographique croise aussi la mobilité sociale et parfois aller étudier loin de ses parents, loin de son lieu de résidence, ça a un coût qui est important. Et puis, ça peut être aussi un frein au niveau culturel. Parfois, s'éloigner à 200 km, c'est extrêmement difficile, y compris pour des bacheliers très brillants. Dans mon université, nous avons une antenne dans la Haute-Marne, à Chaumont, qui est une petite ville. Et on a un très bon taux de diplômés, donc d'un bac général. Et pourtant, beaucoup de ces bacheliers arrêtent leurs études parce qu'aller jusqu'à Troyes, qui est à peu près à 120 km, c'est compliqué pour eux. Donc oui, la diversité géographique, c'est un atout aussi de l'université, et il faut se rapprocher des besoins et des demandes de nos étudiants. Mais c'est aussi un atout, je pense, pour les entreprises. C'est un atout à l'heure de la réindustrialisation de tous ces territoires, d'avoir des implantations universitaires donc de proximité. Et d'ailleurs, les territoires d'industrie sont des lieux aussi où on travaille avec les entrepreneurs locaux pour développer ces formations. Et je crois que si on veut réussir, Patricia, le challenge de la réindustrialisation de nos territoires, et ça a été encore redit ce matin par le ministre Roland Lescure, qu'il s'agit d'un véritable challenge, eh bien, il faut que nos universités, nos établissements d'enseignement supérieur se développent donc dans ces sites qui sont des sites de proximité. Et quand on pose la question à Alexandre Sobo, le président de France Industrie, on lui a posé cette question au dernier congrès de France Université, on lui a demandé est-ce que les universités sont un atout pour cette réindustrialisation verte des territoires, et il nous a répondu elles ne sont pas un atout, donc elles sont le cœur même de cette réindustrialisation. Alors c'est extrêmement motivant pour nous tous de poursuivre ce développement, mais c'est un challenge qu'il faudra qu'on soit en capacité de relever, et croyez-moi, la communauté universitaire donc sera bien présente sur ce challenge de la réindustrialisation de nos territoires. Peut-être, pour ne pas faire trop long, rajouter aussi que un des points intéressants de l'université, et qui est peut-être trop peu connu, c'est que la formation universitaire est articulée à la recherche. Les enseignants qui forment les étudiants sont des enseignants-chercheurs. Et donc, c'est une garantie de savoir toujours actualisé, on va dire, pour nos étudiants. Et c'est aussi un mode de transmission où la part d'esprit critique et la part de réflexion personnelle est extrêmement importante. Et à l'heure où nous savons que 50% des métiers de demain sont inconnus de nos jours, je crois que cette formation donc, est extrêmement précieuse. Bon, mais c'est un peu tabou. On dit qu'il n'y a pas toujours de sélection à l'université. Qu'est-ce qu'il en est de la sélection, en fait ? Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu tabou, et puis c'est surtout très restrictif. À l'université, on a une diversité de filières extrêmement importante, 2 millions d'étudiants, heureusement. Donc, on a des IUT, avec le bachelor universitaire de technologie. Ce sont des filières sélectives. Donc, on a l'accès aux études médicales, qui sont des filières sélectives. On a des écoles d'ingénieurs, donc ce sont des filières sélectives. Et puis on a la licence générale. Et donc là, tout le monde se focalise sur la licence générale, qui effectivement n'est pas sélective. Le principe pour accéder en licence générale, c'est d'avoir le bac,
qui est en fait le premier examen d'accès à l'université. Et donc, la sélection, c'est le baccalauréat. Et puis, ce qui se passe à l'université, c'est que la sélection, elle n'est pas vraiment donc à l'entrée de l'université, mais elle s'opère chaque année. Et chaque année, nos étudiants doivent en fait réussir pour passer en année suivante. Et puis il y a des sélections pour certains diplômes en licence professionnelle pour la 3e année, à l'entrée en master, qui est quand même quelque chose de très sélectif. Et donc, nos étudiants ont vraiment fait preuve donc, de motivation et surtout de compétences. Ils ont fait preuve d'autonomie pendant leur cursus, ils ont fait preuve donc d'adaptation à un environnement qui est un environnement changeant. Et donc Patricia a vraiment recruté des diplômés issus de l'université. C'est vraiment recruter des jeunes compétents et surtout des jeunes à l'image de la société. Et donc ces jeunes, ils comprendront la société. C'est aussi un atout pour les entreprises. J'espère qu'il vous a convaincu, Patricia Lecoq. Vous aviez encore une question? Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, chez Orange, en fait, nous sommes très concernés par ce sujet-là. Nous sommes partenaires ici, nous travaillons souvent avec la Fondation Mosaïque. Mais très concrètement, en fait, on noue des partenariats avec les universités. Parce que c'est vrai que dans l'entreprise, on voit apparaître ces nouveaux métiers dont on a parlé, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qu'on voit apparaître petit à petit. Et donc, c'est grâce à ces partenariats avec l'université que nous sommes capables de faire face à ces nouveaux métiers. Enfin, en conclusion, ce qu'on peut dire que pour nous, pour les entreprises, c'est une chance d'avoir des universités qui sont présentes sur tout le territoire. Eh bien, Patricia, j'espère que tu as convaincu l'ensemble des chefs d'entreprise ici présents donc, et qui vont courir vers leur université et leur service d'insertion pour essayer de décrocher un petit peu des nouveaux diplômés. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que si France Université soutient donc Ambition, le contrat impact social de la Fondation Mosaïque, c'est bien aussi parce que nous considérons vraiment que cette diversité est une chance donc, pour notre pays et qu'il faut la soutenir. Et j'invite en fait donc, toutes les universités présentes qui nous écoutent à distance et puis l'ensemble des acteurs donc, ici présents à rejoindre aussi ce beau programme. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était Guillaume Gelé, président de France Université, et Patricia Lecoq, direction des relations avec les collectivités locales chez Orange. Merci à tous les deux.